On sait que Mn2K, c'est un anneau qui est violemment pas commutatif. Donc ça, tu peux le comprendre intuitivement, hein. Tu peux te dire que bon, bah, les seules matrices qui vont commuter avec toutes les autres, bah, c'est les matrices de la forme lambda fois l'identité, donc les matrices scalaires. J'ai fait une vidéo sur ça précédemment sur la chaîne. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. C'est une de mes meilleures vidéos selon moi. Et donc, vecteur de l'identité, c'est dimension 1 dans un espace de dimension n carré. Bon, c'est très petit quoi. C'est à partir du moment où n est différent de 1, l'écart entre les matrices qui sont des homothéties et l'espace tout entier, il est significatif. La deuxième chose que tu peux dire en termes d'intuition pour te convaincre que bah, Mn2K c'est violemment pas commutatif, bah, c'est de dire que si tu prends B et que tu multiplies par A à droite, bah, multiplier par A à droite, ça correspond algorithmiquement à modifier les lignes de B à agir sur les lignes. Par contre, si tu multiplies à gauche, ça va agir sur les colonnes. Et en fait, il n'y a pas de raison que si tu agis sur les lignes puis les colonnes, bah, ça fasse le même résultat. Donc bon, on comprend bien que bah, Mn2K n'a aucune raison d'être commutatif et que la commutation, c'est quand même quelque chose d'assez rare, puisqu'on a des résultats qui en sont assez puissants, donc ça me paraît très bizarre d'avoir beaucoup de commutations. Ça, c'est l'intuition, mais en fait, cet exercice, il permet de formaliser cette intuition, il nous permet de poser des trucs carrés, et en fait, on va calculer le défaut de commutation. Donc en fait, c'est pas vraiment ça hein, la question finale, mais en gros, ça nous permet de calculer l'espace des matrices qui vont pas commuter euh, de Mn2K. En fait, on voit que bah, le défaut de commutation, donc les crochets de lit de Mn2K, sont exactement les matrices de trace nulle. Et c'est ça qu'on montre. Donc les matrices de trace nulle, c'est un espace qui est assez grand, c'est le noyau d'une forme linéaire, donc la forme linéaire de la trace. Donc c'est de dimension n carré moins 1 dans un espace de dimension n. Donc là, on a un petit parallèle à ça. Est-ce que c'est lié? Peut-être, peut-être pas. J'ai pas vraiment creusé. Si vous avez creusé, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Donc c'est un oral central. Il a été posé à Centrale donc, en 2018, il me semble. Et l'élève a rapporté les trois questions. Mais je sais qu'il a été posé aussi à XENS où on n'avait que la troisième question posée. Et là, c'était beaucoup plus chaud du coup. Il faut avoir un peu de culture pour répondre à cette question. Déjà que là, l'oral n'est pas forcément aisé, même si il n'est pas forcément non plus compliqué, il n'est pas simple, quoi. Alors que avec UNS, si tu as seulement la dernière question, je trouve que c'est vraiment sauvage pour le coup, si tu connais pas l'exercice. La première question, c'est l'extrêmement classique, je pense que vous l'avez tous déjà fait en sup. En fait, cet exercice, il est faisable en sup globalement, mais c'est vrai qu'avec le programme de SP, on a un peu plus de recul, donc il est plus facile, entre guillemets. La première question, elle est assez classique. Donc, on nous dit que cette famille-là, elle est liée pour tout x dans k puissance n, et on voudrait montrer que U est une homothétie. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout x appartenant à k puissance n, l'hypothèse de liaison, ça nous donne un lambda x tel que, donc le lambda, il va bien dépendre du x, tel que U de x est égal à lambda x, et en gros, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un même lambda x pour tous les x. Et pour avoir un même lambda x pour tous les x, il suffit de l'avoir un même lambda x pour tous les éléments de la base. Puisqu'on voit que bon, bah, U est linéaire, donc il va être entièrement déterminé par l'image d'une base. Donc c'est ça l'enjeu en fait. On va prendre une base B qui est égale à E1, En, et on va montrer que pour tout i différent de j, on va avoir lambda de EI qui est égal à lambda de EJ. Naturellement, on va prendre... donc ça, c'est notre but. Naturellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend I et J dans un N. Et lambda EI, lambda EJ dans K carré, vérifiant U de EI
est égal à lambda EI et U de EJ Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir une expression avec EI et EJ qui sont combinés. Donc, à ce moment-là, un truc assez naturel à faire, c'est de faire la somme pour pouvoir utiliser justement la liberté de la famille EI-EJ et pouvoir utiliser le fait que, bon bah, vu que c'est compatible avec la somme, on a en troisièmement U de EI plus EJ est égal à lambda EI plus EJ. Donc ici, tu vas avoir une sorte d'équation avec les U de EI, parce que ici, si tu sommes 1 et 2, tu vas obtenir quoi? Tu vas obtenir que lambda de EI plus l'autre gugus, donc lambda de EJ, ça c'est égal à lambda de EI plus EJ plus EJ. Ok, t'as ça. Et du coup, bon bah là c'est quoi? Globalement c'est une combinaison linéaire nulle des vecteurs EI et EJ, donc elle est forcément trivialement nulle. Et donc on va avoir du coup ce qu'on va rechercher. Ok, donc qu'est-ce que je vais dire par là? Ça veut dire que globalement si tu mets l'un et l'autre de l'autre côté, enfin si tu passes chaque truc de l'autre côté, tu vas en développant et en factorisant par EI, EJ. Pourquoi tu veux factoriser par EI, EJ? En fait, tu veux exprimer le truc par rapport à la base, en fait, par rapport aux coordonnées de la base, B. Et donc, du coup, tu veux l'exprimer en fonction de EI, EJ, juste dilaté par des scalaires. Donc ici, tu fais le calcul vite fait et tu trouves ça en passant ceci de l'autre côté. Donc ici, on va avoir EI plus lambda EI plus EJ. Non, on va avoir moins lambda EJ, et ça c'est égal à 0. Sauf que bon bah la famille c'est une base, la famille B est une base, donc en particulier EI et EJ sont libres, et donc on va avoir que ceci, ça va être égal à 0, donc on va avoir l'égalité ici, et de l'autre côté également. Donc globalement, en fait, sur tous les vecteurs de la base, on va avoir l'égalité. Et donc, U est une homothétie. Bon, ça, c'est une petite bricole. Normalement, tu l'as déjà fait. Et c'est compréhensible que ce soit dans une question centrale parce qu'ils aiment bien poser des petits trucs comme ça pour voir si le mec a bien révisé ces trucs classiques. La deuxième question, elle est pas beaucoup plus dure. C'est la troisième question qui va plus poser problème. Elle nous demande quoi? Elle nous demande de montrer que bon, bah, si tu as la trace de A qui est égale à 0, alors A est semblable à une matrice de diagonale nulle. C'est une question 2. 2, ça suit tout de suite 1, donc naturellement on doit utiliser la question 1. Et comment on va faire pour utiliser la question 1? C'est la question 1 qui va du coup un peu nous guider dans la résolution de cette question 2. En fait, si on prend A de trace nulle, et que c'est une homothétie, bah forcément A est égal à 0. Et du coup, bon, bah, elle est évidemment semblable à elle-même, et donc à une matrice de diagonale U, nulle. Donc K1, A est égal à 0, et donc c'est bon. Donc le K2, puisque la trace de A est nulle, et qu'on a dit, on a écarté le fait que A n'est pas une homothétie, on va pouvoir trouver U de x1 et x1. Là, je rédige pas, c'est juste au brouillon. On va pouvoir trouver U de x1 tel que ceci soit libre. Et donc, en fait, on va voir, si on représente matriciellement, donc UA, on entend UA, l'endomorphisme canoniquement associé à A, on va pouvoir trouver un x1 qui vérifie ceci. Maintenant, si on regarde
UA dans la base, dans cette base-là, qui va être complétée par d'autres vecteurs. Donc on le complète en une base B tilde. On va avoir cette matrice-là. Et ici, tu vas avoir un A tilde. Ça, c'est juste purement en traduisant la question 1. Et donc, on voit qu'ici, ça appelle fortement à la récurrence. Pourquoi? Parce que tu remarques que, bon, bah, ici, la trace de A tilde, ça va être la trace de A, puisque globalement, la trace est un invariant de similitude. Et donc, la trace de cette matrice-là, ça va être la trace de A. De cette matrice-là, ça va être la trace de A. Et donc, la trace de A tilde va être nulle. Si tu poses une hypothèse de récurrence pour une taille n-1, tu pourras appliquer cette hypothèse avec la trace de A et finir l'exercice. On va rédiger ça rapidement parce que, en gros, tu as compris l'idée globalement. Donc, si A est une homothétie, alors comme trace de A est égale à 0, bah c'est bon. A est égal à 0 et c'est bon. Sinon, bah, notant UA l'endomorphisme associé à A, on a que, bon, bah, il y a un x1 dans K puissance n, tel que U de x1, x1 est libre. Ça va être notre hérédité. Donc, je vais rédiger la récurrence rapidement, mais tu as bien compris que c'était une récurrence du coup. Sinon, on raisonne par récurrence sur n. Je ne vais pas tout rédiger puisqu'on est quand même à l'oral. Donc, récurrence sur n, pour n est égal à 1, c'est trivial. Pour n supérieur ou égal à 1, supposons le résultat vrai au rang n-1. Et donc tu as ceci, tu complètes par une base. Par une base. En une base, ouais. En une base. En une base U de x1. x1. Et ensuite, tu complètes jusqu'à xn-1. Parce que ici, ça prend un slot. Et tu vas avoir le résultat, comme je t'ai dit. Bon, je ne vais pas finir de rédiger parce que ça va prendre beaucoup de temps et ça n'a pas forcément d'intérêt. Je préfère passer plus de temps à expliquer le raisonnement dans la prochaine question. Mais tu as bien compris qu'en gros, tu vas avoir ceci dans une certaine base avec un 0, un 1, 0. Ici, un A tilde qui va être des traces nulles. Et tu vas pouvoir conclure. Ok. Maintenant, on va passer à la dernière question. Bon, cette question, elle est plutôt technique, si tu n'as pas l'idée. Et si tu n'as pas l'habitude de chercher sur des petits cas, ça peut paraître assez compliqué. Mais en vérité, elle se fait bien. Elle se fait relativement bien. Bon. Du coup, tu vois que le sens réciproque il va être évident, puisque la trace, elle permet de faire des permutations circulaires entre les vecteurs. Donc du coup, ici, tu as la trace de UV qui va être égale à la trace de VU, donc du coup, qui va être de trace nulle par linéarité de la trace. Donc je note directement que le sens comme ça, c'est bon. La vraie question, ça va être le sens comme ça.
Quand il s'agit de commutants, euh, en général, l'application que tu aimes bien regarder, c'est cette application-là. Donc pour M dans Mn de R, enfin Mn de K ici, pour M dans Mn de K, on va regarder l'application phi M qui a B, bah V plutôt du coup, ici du coup, on va garder les notations de l'énoncé, qui a V va associer MV moins VM. Ça c'est le crochet de lit de M. Et bah, c'est un ultra classique. Tu poses tout le temps ces applications-là dès qu'il s'agit de commutants en général. Et ensuite, tu regardes, par exemple, le noyau, si ce qui t'intéresse, c'est la dimension du commutant. Mais tu peux regarder d'autres choses. Donc ici, on va regarder autre chose. On va essayer de regarder, bon, bah, on va essayer de trouver un U et un V qui vont essayer de correspondre à ceci. On a, puisque la trace de A est nulle, on a cette relation-là qu'on garde en tête. Donc A est semblable à une matrice de diagonale nulle. Et en fait, on va essayer de regarder un peu des matrices particulières M qui vont nous permettre de résoudre l'exercice. Pour trouver une bonne matrice M, on va essayer d'aller sur des cas simples. Donc on va regarder par exemple sur le cas pour M est égal à l'identité, en fait, c'est le cas le plus simple qu'on puisse trouver. On va remarquer que phi de M va être égal à 0. Et bon, bah, dans ce cas-là, ça ne va pas du coup nous avancer beaucoup. Et du coup, on va pas pouvoir regarder les matrices scalaires non plus, puisque du coup, ça va encore faire 0, puisque les matrices scalaires commutent avec tout le monde. Et donc, on va regarder des matrices qui vont commuter avec quand même une bonne partie des gens, des matrices simples à comprendre. On va s'intéresser aux matrices diagonales. On voit que quand on va avoir beaucoup de coefficients qui vont être égaux, ça ne va pas forcément nous plaire, puisque ça va se rapprocher des matrices scalaires, et le résultat va pas forcément être facile à calculer. Enfin, si, il va être facile, mais ça va faire 0, ça va être trivial. Et donc, du coup, on va essayer de retrouver des matrices diagonales. Donc, par exemple, une matrice D diagonale qui va être diagonale avec que des coefficients diagonaux différents. Donc, par exemple, on peut prendre diag de lambda 1, lambda n, avec lambda 1, lambda n distants. Sauf que, bon, bah, on se rend compte que diag de lambda 1, lambda n, ça mène à rien, puisqu'en fait, si on ne sait pas lambda 1, lambda n, et qu'on sait juste qu'ils sont distincts, autant prendre 1 à n. Et on peut regarder ce que ça donne. Bon, on va regarder ce que ça donne, regarder un peu comment cette matrice-là, à quoi ressemble l'image du crochet de lit de cette matrice. Donc le crochet de lit, c'est phi m. À quoi ressemble l'image de phi d? Parce que globalement, nous, on cherche à montrer que A appartient à l'image d'un certain crochet de lit. Donc on peut se dire, est-ce qu'on peut regarder à quoi ressemble l'image du crochet de lit de certaines matrices particulières, par exemple des matrices diagonales, pour tâter un peu le terrain, voir ce qui se passe. Et après, avec un peu de chance, on l'aura. Donc du coup, on va regarder l'image de phi d. L'image de phi d, à quoi ça va ressembler? Donc on a vu que globalement, ici, on va prendre une matrice B dans l'image de phi d. Et du coup, B s'écrit de cette forme-là. Donc, il existe un certain C, par exemple, dans Mn tel que DC moins, enfin CD moins DC est égal à B. Donc, on va calculer ceci. En fait, on va noter C avec la notation colonne, ligne, C1, Cn, pour faire les calculs plus simplement. Puisqu'en fait, vu que c'est une matrice diagonale, on va beaucoup simplifier les calculs et on va voir, ça permet de voir aussi un peu de calcul matriciel et comment agissent les matrices. On va évidemment pas prendre des termes, parce que les termes de la matrice, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est aberrant de prendre les termes de matrice parce que ça complexifie tout en termes de calcul. Tu vois pas ce que tu fais, etc. Donc on va juste regarder, raisonner en ligne colonne. Okay, donc ici on a la matrice D. Ici, c'est DC. Donc, DC est égal à ce produit-là. Ici, tu as des zéros. Ici, on voit que quand tu vas multiplier à droite, tu vas agir sur les colonnes. Quand on parle sur les lignes, et quand tu multiplies à gauche, comme ici, tu vas agir sur les colonnes. Donc, quand tu multiplies à gauche, tu vas agir sur les colonnes. Donc, on va directement écrire C sous forme de colonne. Cn. Et en fait, ici, tu as C1. Tu vois que la colonne 1, elle va être conservée. Donc, ici, tu vas avoir C1.
Ici, la colonne 2, elle va être multipliée par le 2 qui est là. Donc, tu vas avoir 2C2, et là, tu vas avoir NCN. En gros, chaque colonne va être dilatée de N. Et ça, c'est assez cool. Pourquoi? Parce que tu vois que les coefficients diagonaux, eh ben, ils vont être dilatés de la même valeur parce que tu multiplies à gauche ou à droite, les coefficients diagonaux ils vont être modifiés de la même manière. Donc tu vas avoir une matrice en faisant la différence de diagonale nulle. Donc si tu ne le vois pas, je le réécris rapidement. Donc CD c'est égal à quoi? Évidemment là c'est totalement informel, hein, c'est totalement brouillon. Donc on a dit que quand tu multiplies à gauche, tu agis sur les lignes. À droite, tu agis sur les lignes, pardon. Donc ici, tu as L1, L2, Ln. Et ici, du coup, tu as tes trucs. Tu remarques rapidement avec le dessin que bah, ça va agir exactement de la même manière. Donc ici, tu vas avoir la ligne 1. Ici, tu vas avoir 2 fois la ligne 2. Et ici, tu vas avoir n fois la ligne n. Et donc, comme je t'ai dit, les coefficients diagonaux, bah, ici, ils vont être modifiés de la même manière. Et donc, tu vas avoir une matrice de diagonale nulle. Donc, ça, tu peux le voir un peu instinctivement. Mais en fait, tu peux te dire, ok, tu as une matrice à diagonale nulle. Et ce que tu aimerais trouver, c'est un antécédent de la matrice semblable à A. Donc ça, par exemple, on peut la noter NA. De la matrice semblable à A de diagonale nulle par l'application phi de D. Et pour qu'il y ait un antécédent, il faudrait que tout l'espace soit atteint. Donc si on note grand N, l'ensemble des matrices de diagonale nulle, ici, ce qu'on a montré, c'était que l'image de phi de D était inclus dans grand N. Mais ce qu'on aimerait avoir, c'est l'égalité pour pouvoir forcément trouver un antécédent par phi de D de la matrice NA qu'on a notée plus haut. Okay, du coup, on a une inclusion. L'autre inclusion, comment est-ce qu'on peut l'avoir? On peut essayer de faire du calcul matriciel, par exemple, en prenant une matrice de diagonale nulle et en cherchant deux antécédents avec la diagonale, mais en fait ça va être hyper chiant parce que tu vois que en gros multiplié par la matrice D, ça revient à dilater la colonne 1, la colonne 2, et donc en fait on voit que tu peux le calculer, hein. C'est pas forcément le plus compliqué à calculer, mais ça va être quand même chiant. Un outil qu'on aime bien en algèbre linéaire, c'est la dimension. Donc ici on va plutôt se tourner vers une égalité de dimension pour avoir le truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dimension de n, elle saute aux yeux. En gros, c'est tu as n carré degré de liberté, puis tu enlèves la diagonale, donc tu enlèves n scalaire. De l'autre côté, est-ce que tu as une idée de ce que tu peux avoir avec l'image pour calculer la dimension de l'image, calculer le rang de phi de D? Bah, ce que tu peux faire, c'est utiliser le théorème du rang. C'est assez naturel de penser au théorème du rang quand tu as d'un côté une dimension assez simple et de l'autre côté tu as la dimension d'image, donc un rang à calculer, moins la dimension du Kerr. Bon, la dimension de Kerr de phi de D, tu peux te demander rapidement ce que c'est, mais en fait, D globalement c'est une matrice diagonale, et le Kerr de phi de D c'est toutes les matrices qui vont commuter avec D. Tu peux vérifier rapidement, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, parce que la vidéo commence déjà à être assez longue, c'est de dire que toutes les matrices qui vont commuter avec une matrice diagonale, c'est forcément des matrices diagonales. Donc du coup, ça va être n carré moins n. Et globalement, tu as une égalité de dimension plus une inclusion. Donc du coup, les espaces sont forcément égaux. A fortiori, tu peux trouver du coup un antécédent par phi de d de n, A. Donc NA, je rappelle, c'est cette matrice-là. Et donc, du coup, tu vas obtenir que NA est égal à un certain CA D moins DCA. A, lui, en revanche, c'est pas exactement la même chose. C'est égal à P, P-1 avec P inversible, une certaine matrice P inversible. La matrice P, en fait, c'est la matrice de passage
la matrice précédente, enfin de la passage de la base canonique à la base qu'on a construite par récurrence. Et donc, ici, tu vas avoir ceci. Ok. Et là, tu n'as pas de difficulté à conclure. Pour trouver ton U et ton V,